là, on est en train de rentrer dans le cœur de la Haute-Durance. On est en train d'entrer dans un paysage de haute montagne. Le voyage commence à 2300 mètres d'altitude. Cécile Miramont est une jeune géographe. Ce matin, elle survole toute la vallée de la Durance. Donc là, on est vraiment aux sources de la Durance. On est proche de la frontière italienne, proche de Montgenèvre. On arrive au niveau des plus hauts sommets. Ce survol de 324 km se déroule en 3 étapes. D'abord, dans les Alpes, entre Briançon et Sisteron. Puis la Durance traverse la Haute-Provence jusqu'à Mirabeau. Enfin, la Basse-Provence, où la rivière se jette dans le Rhône au niveau d'Avignon. L'avion de Cécile arrive maintenant sur Briançon. On voit encore le dernier glacier de la Durance, c'est le glacier blanc. À plusieurs reprises, les glaciers ont envahi la vallée de la Durance et ont contribué à élargir son cours et à façonner les paysages. La Haute-Durance, c'est le pays des glaciers. Il y a plusieurs millions d'années, ils ont taillé une route naturelle entre les Alpes et la Méditerranée. Alors en Haute-Durance, c'est l'endroit où la Durance est encore sauvage, impétueuse, tumultueuse, capricieuse. On parle de lit en tresse et c'est une forme très particulière qui caractérise les rivières de montagne et aussi des rivières qui connaissent des crues très fréquentes et c'est le cas de la Durance. Nourrie par la fonte des neiges et les nombreux torrents des Alpes, la Durance a toujours été redoutée pour la violence de ses crues. C'est une rivière qui est très puissante, on le voit à la végétation qui a été arrachée par les dernières crues. Chaque année, le lit de la Durance change complètement de forme. Les chenaux se déplacent. Si on venait se balader ici l'année prochaine, on n'aurait pas du tout la même vision de la rivière. Ah, c'est magnifique, ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, ici, on voit le débouché de la Durance sauvage. Elle vient se jeter dans le lac de Serponçon, le plus grand barrage d'Europe. Il a fallu attendre 1961 pour dompter la Durance et donner à ces massifs un petit air de Riviera. Aujourd'hui, le lac de Serponçon s'étend sur plus de 28 km². Le barrage de Serponçon, c'est vraiment comme une mer intérieure dans la vallée de la Durance. C'est devenu, à partir des années 60, le château d'eau de la Provence. C'est vraiment une richesse extraordinaire pour la région. Le barrage de Serponçon fournit 75% des ressources en eau de la Provence. Le barrage a été construit en 5 ans et il a mis 1 an et demi pour être rempli. Il y avait des villages, en particulier le village d'Ubaye, le village de Savines, qui ont été détruits lors de la mise en eau du barrage. Au milieu du lac, la chapelle Saint-Michel devait elle aussi être détruite. Sa position surélevée l'a finalement sauvée.
À travers les paysages de la vallée de la Durance, on arrive à retrouver l'histoire de la vallée et de la région. C'était vraiment un axe de communication majeur, ça l'est toujours finalement. La Durance a toujours été l'une des principales voies de pénétration des Alpes. Au Moyen Âge, elle est sous le contrôle de nombreuses forteresses. Sisteron de Nectaire-Tambour, on arrive à la ville de Sisteron. L'avion atteint maintenant la deuxième partie du parcours. Voici Sisteron, dominée par sa citadelle. Bâtie au XIIIe siècle, elle gardait la frontière entre Provence et Dauphiné. Sisteron, c'est la porte de la Provence et c'est une transition, une barrière climatique. On parle de porte de la Provence puisqu'on change vraiment d'environnement, on sort des Alpes et on va rentrer dans la Provence plus méridionale, un climat beaucoup moins froid. Sisteron, c'est la limite de l'Olivier par exemple. En Provence, le paysage change radicalement. Les montagnes s'écartent et des plaines de plus en plus vastes les remplacent. Avant Serponçon, et en particulier au XIXe siècle, les crues de la rivière dépassaient le niveau des maisons. Tous les champs qui sont sur notre gauche faisaient partie de la rivière. Avant d'être domestiquée, la Durance pouvait mesurer jusqu'à 2 km de large. Seuls les villages perchés échappaient aux crues dévastatrices. Donc là, on change complètement de paysage. Là, on arrive en vue du plateau de Valençol. La Durance n'a pas toujours coulé au fond de sa vallée. Il y a 2 millions d'années, elle circulait ici, à 500 mètres d'altitude, sur le plateau de Valençol. Toutes ces montagnes sont formées d'une accumulation de galets, et ce sont les galets de la Durance et de ses affluents. C'est l'ancien, très vieux lit de la Durance. Au fil des siècles, les galets se sont érodés pour créer d'étranges sculptures. On les appelle les pénitents d'Aimée. Alors, on parle des pénitents d'Aimée puisque la légende dit que ce sont des moines qui auraient été pétrifiés, changés en statue de pierre pour avoir regardé d'un œil un peu trop concupiscent des jeunes filles qui étaient sur le point de prendre le bac qui devait les amener jusqu'à Arles. Cécile atteint maintenant la dernière partie de son voyage. Donc là, on arrive au niveau de la cluse de Mirabeau. Ce qu'on voit très bien dans le paysage, c'est un resserrement de la vallée au niveau de la cluse. Donc c'est une autre porte de la Durance. Et là, on quitte le cours moyen de son lit pour rentrer réellement en Basse-Provence. À droite, on voit les collines du Luberon et cette fois-ci, la Durance va longer ces collines en direction du Rhône. La rivière va tourner vers l'ouest pour se diriger vers Avignon. Il y a 20 000 ans, la Durance allait se jeter directement en Méditerranée. C'était alors un fleuve. Un cours d'eau qui se jette dans la mer, c'est un fleuve. Et la Durance a changé de cours et de fleuve, elle est devenue rivière pour rejoindre le Rhône au niveau d'Avignon.
Retour dans les Hautes-Alpes, aux sources de la Durance. Après 8 km de course, la Durance n'est qu'un petit ruisseau lorsqu'elle rejoint son premier affluent. Une rivière beaucoup plus grosse qu'elle. Cette rivière, c'est la Clarée. D'abord torrent de montagne, elle descend en cascade depuis le massif des Cerces. Elle serpente au milieu de la vallée, classée site naturel d'exception. Puis la Clarée traverse Névache. Ce village doit sa renaissance à une poignée de passionnés. Parmi eux, Claude Deval. Il est gardien de refuge. Bonjour Léo. Claude se fournit uniquement chez les producteurs locaux. Ça va Jacques? Bien le bonjour. Je crois que c'était tout montagne, elle t'a demandé, je crois. Hein, merveilleux. Merci. Au refuge, on fait entre autres des citrons au miel. Donc c'est forcément des citrons au miel, des citrons pressés au miel de Névache. Donc, puisque le citron, lui, peut pas être local, le miel, au moins, il est local. Ça, moi, je crois que c'est la base. Bonne journée. Pour rentrer à son refuge, Claude emprunte une des plus belles vallées de France. Là, on entre dans la haute vallée de la Clarée. Il n'y a aucun aménagement, il n'y a même pas une ligne électrique, il n'y a que des hameaux d'alpage absolument magnifiques. C'est brut de nature, comme on dit. Ouais, Aude, tu peux demander à Nadette s'il faut quelque chose à la maison, s'il te plaît? Un petit coup de fil au refuge pour s'assurer de ne rien avoir oublié. À toutes. Allez, ciao. Car l'ascension vers la Haute-Clarée est une véritable expédition que Claude fait en quad. « 20 minutes sont nécessaires pour atteindre le refuge. Ce sentier est celui qu'utilisaient autrefois les gens de Névache pour monter en Haute-Vallée, rejoindre leurs alpages. Il y a 20 ans, Claude a transformé cet ancien hameau d'estive en petit paradis. Paradis, vous dites où? Je sais pas, j'y suis jamais allé, mais pareil que ça ressemble. Le vallon de Buffère surplombe le village de Névache à 2100 mètres d'altitude. 10 années ont été nécessaires pour remonter ces chalets d'alpage. Traversé par les torrents de la Clarée, le refuge de Claude est devenu le point de rencontre de tous les randonneurs du GR5. En restaurant cet ancien village d'altitude, Claude perpétue une longue tradition. C'est en famille que les villageois montaient en Haute-Clarée pour exploiter la terre. Jusqu'au début du XXe siècle, ces chalets d'alpage étaient un élément clé de l'économie agro-pastorale. C'était aussi un véritable mode de vie. Tout l'été, il y avait les anciens, il y avait les enfants, il y avait les parents, évidemment, tout le monde travaillait, les gens fauchaient, les gens cultivaient, il y avait des bêtes. C'était cette vie agricole et pastorale de mi-juin jusqu'à fin octobre, quoi. C'est sans doute grâce à eux
Que la vallée est aujourd'hui dans cet état-là, quelque part, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau qu'ils nous ont fait. Un autre habitué de la vallée partage cet héritage. Robert est berger. Chaque été, il fait paître son troupeau sur le vallon de Buffère. Coucou Robert, ça va? Robert est le voisin de Claude et de sa femme Nadette. Devant sa cabane, le berger cultive un petit potager. Regarde, tiens. 2000 mètres. T'as vu ce radis? 2000 mètres. Attends, mais c'est... Tiens, regarde. Wow, super. Mais attends, avec 2 radis, t'as fait ton repas? Ah oui, un radis, t'en as fait. Incroyable. C'est un ancien parc, là. Ouais. Alors, quand on pioche, il y a ça de fumier, quoi. C'est la terre des anciens. Voilà, c'est le travail des anciens. Quasiment abandonnée au début du XXe siècle, la vallée de la Clarée a bien failli s'éteindre. En 1975, Névache ne comptait plus que 170 habitants. C'est à partir de la guerre de 14-18. Ça a vidé toutes les campagnes. Les gens ils sont tous morts à la guerre. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée. Alors évidemment, quand il n'y a plus les bras, il n'y a plus rien. Hein. Avec les intempéries, avec la neige, avec... C'était plus ça entretenu. ça s'est plus entretenu, les chalets tombent. Et bon, nous, on est contents de pouvoir refaire vivre un peu ce hameau d'alpage. Bon, là, en plus, Robert, c'est un berger qui suit vraiment son troupeau toute la journée. Et du coup, le troupeau pâture bien. Donc, ça fait un bel alpage. Moi, tant que je pourrais courir, je crois que j'y viendrai. Hein. Grâce au refuge, le vallon de Buffère retrouve aujourd'hui son dynamisme. Et ce succès, Claude et Nadette ont décidé de l'étendre à tout le territoire. À la frontière entre Clarée, Savoie et Italie, Nadette et Claude ont créé une association. Elle réunit des gardiens de refuge français et italiens. Une fois par an, tous se retrouvent pour vérifier l'état des sentiers de randonnée autour du Mont Tabor. Alors là, on est au-dessus de la vallée de la Clarée. On a des alpages hyper verdoyants, avec encore des petits lacs suspendus. On a des sentiers balcons, on a ce passage de col. Et là, on est sur le trait d'union entre la Clarée, le village de Névache, et la vallée étroite, avec les 2 petits refuges de notre compagnie. J'adore ce paysage, par sa multiplicité et sa variété. Sur le sentier, les gardiens de refuge croisent des monolithes impressionnants. Si chiama Signorina col cappello e praticamente sono 2 pietre che sono erose dall'acqua e le pietre che sono sopra che fanno il cappello, la demoiselle coiffée. Tutto capito? Sì. Ces colonnes de roches friables ont su résister à l'érosion. La vallée de la Durance recèle un grand nombre de demoiselles coiffées. À mesure que le sol s'érode et s'abaisse autour d'elle, la colonne émerge, protégée par sa coiffe. Les plus vieilles ont près de 20 000 ans et il s'en forme de nouvelles, encore aujourd'hui. Après 4 heures de marche, nos gardiens de refuge arrivent au bord du lac des Tures, à 2200 mètres d'altitude. On fait ces randonnées-là tous ensemble pour être sûr de ce que l'on propose, pour être sûr de ne pas mettre le randonneur dans un mauvais plan. Parce que notre principal boulot, c'est de les renseigner. Donc si on n'a pas fait la balade, on ne sait pas ce qui se passe, comment ça passe. Et voilà, donc au plus on connaît le massif, au mieux c'est. Surtout pour les délais, et entre chaque refuge, entre chaque sommet, la quantité de dénivelé qu'il y a. Et voilà. Comprenez pourquoi j'aime? Parce que c'est trop beau, quoi, franchement.
Ce sont des moments de plénitude. Le site offre un point de vue unique sur le mont Tabor, l'un des plus beaux belvédères des Alpes. Le mont Tabor a longtemps marqué la frontière entre la France et l'Italie. De l'autre côté du col des Tures, les gardiens de refuge atteignent la vallée étroite. Longtemps italien, ce territoire a été rattaché à la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, il n'y a plus de France-Italie, c'est un groupe, un pays qu'on appelle, nous, le pays du Tabor. Et voilà, c'est beau, oui. Les Granges forment un hameau peuplé exclusivement de familles italiennes. Depuis 1947, ce village est devenu français sur le plan administratif. Mais son cœur, lui, est resté italien. La journée des gardiens se termine au refuge Terzo Alpini. Riccardo, son propriétaire, a le statut de résident français. Mais sa spécialité, c'est la polenta. Les Français, la plupart, ils arrivent, ils me disent, mais on est bien en Italie, là. Mais non. Mais c'est sûr, hein, même si on est en France, le refuge, la tradition italienne. Alors, le gardien, vous êtes prêt pour la polenta? Super, la polenta. Bravo. Ah bon. À bloc. Vallée étroite, Clarée, Durance. Dans ces pays, les routes d'école ont toujours favorisé les échanges entre France et Italie. Des sociétés singulières s'y sont développées. Chacune de ces vallées a su garder ses propres caractéristiques. Mais elles partagent une histoire commune. Véritable joyau du département des Hautes-Alpes, les lacs d'altitude ont été naturellement creusés par l'avancée des glaciers. La présence de poissons dans ces lacs est uniquement due à l'homme. Nous sommes à la pisciculture de la Roche de Rame. Ce matin, une opération d'alvinage se prépare. Dans quelques heures, ces petits poissons iront peupler les lacs d'altitude de la Clarée. Biologiste, David Doussande supervise l'opération. Truite arc-en-ciel, voilà, qui est née donc à la pisciculture et qui a un âge de 6 mois. C'est le grand jour pour ces poissons puisqu'ils sont entièrement issus d'élevage. Et puis là, enfin, ils vont être lâchés dans des milieux sauvages. Pour que ces poissons arrivent en forme, les pêcheurs ont sorti le grand jeu. C'est par les airs que les alevins vont atteindre les lacs situés entre 1800 mètres et 2800 mètres d'altitude. C'est le moyen le plus pratique qu'on a trouvé, de toute façon, l'hélico. Il y a quelques années, ces alvinages se faisaient à dos d'homme. Voilà, donc une trentaine de lacs dans le département. Là, aujourd'hui, sur une seule et même journée, on alvine 30 lacs. Voilà. On est parti? Allez, go.
l'alvinage des lacs d'altitude s'inscrit dans une longue tradition. Déjà, en 1500, l'empereur Maximilien Ier y voit le moyen de lutter contre la faim en montagne. Chaque été, les hommes de la Clarée montaient leurs alevins pour les introduire près de leurs alpages. Historiquement, c'était un intérêt alimentaire. On lâchait des poissons pour pouvoir les consommer, alors notamment toutes les populations qui vivaient en altitude, et plus particulièrement les bergers, qui trouvaient là une source de protéines facile et abondante. Depuis les années 1970, cette pratique perdure, mais cette fois-ci dans un intérêt plutôt halieutique. Les lacs sur lesquels on va se déplacer, là, sont des lacs qui sont vraiment très connus des pêcheurs. Pendant que l'hélicoptère poursuit sa tournée, les bénévoles relâchent avec précaution les alevins. Car les petits poissons craignent le choc thermique. Chaque lac donne lieu à un plan d'alvinage vraiment spécifique. Voilà, on sait qu'il y a des espèces qui marchent et des espèces qui ne marchent pas, donc c'est plus une approche pragmatique en fonction de la profondeur, de la taille du lac, la possibilité ou pas d'avoir des zones de bordure, éventuellement des zones de frais. Une espèce est choisie par rapport à une autre. On considère qu'ils vont passer 2 à 3 ans dans le lac avant éventuellement d'atteindre leur taille dite de capture et d'être exploités par les pêcheurs. David ne s'occupe pas que des lacs d'altitude. Il veille aussi à l'équilibre de la Clarée. Contrairement au lac qu'il faut alviner, la Clarée est naturellement l'une des rivières les plus poissonneuses de France. Avec ses 32 km d'eau limpide, elle fait le bonheur des pêcheurs à la ligne. C'est avec ces derniers que David travaille toute l'année. Une fois par an, les pêcheurs de la Clarée restaurent les adous. Les adous, ce sont les bras secondaires de la rivière. Objectif de l'opération, élaguer la végétation pour permettre aux poissons de venir s'y abriter. Le point sensible de cet adou, c'était vraiment là, un problème de connexion. Il n'était absolument plus connecté avec la Clarée. Et à force de faire passer le cheval et cette herse, on est arrivé à baisser le niveau. Et aujourd'hui, il y a une connexion qui se fait dans de bonnes conditions. Non, là, c'est bien connecté. C'est vrai que si à chaque fois qu'on passe, on peut descendre de 10 cm, c'est parfait. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de travailler avec une association qui est spécialisée dans des travaux avec des chevaux. Et ici, on est sur une zone Natura 2000, totalement préservée, et ça nous permet de faire un minimum de dégâts. Venir avec des engins ici, ça laisserait des traces vraiment indélébiles. Pratique écologique, le débardage à cheval est remis au goût du jour. Faut pas que ça retombe à la flotte. Grâce au travail des bénévoles, l'adou retrouve peu à peu sa fonction naturelle. Dans ses bras de rivière, il ne gèle jamais. Un refuge idéal pour les truites de la Clarée. Donc là, on est sur un adou qui a été réhabilité il y a quelques années. Et le résultat que l'on veut obtenir, c'est véritablement ça. Voilà, un milieu qui court, de l'eau très fraîche, de la végétation mais maîtrisée, surtout en berge, et puis surtout une granulométrie
une granulométrie vraiment très très propre. Donc ça, c'est le fond naturel de l'Adour. Il n'y a pas de sable. On retrouve ces petits graviers, là, cette granulométrie vraiment particulière qui permet aux truites de venir se reproduire. Voilà. Après les avoir nettoyés, les bénévoles vérifient le peuplement des adous. Hop, poisson, poisson. Et ça marche. En quelques minutes, des dizaines de truites apparaissent. Regarde là-bas, derrière Allez, toi. les alevins, ça y est. Il y a Poisson, aussi des poisson, alevins. poisson, poisson, ça descend encore, ça descend, ça monte, ça descend, il y en a partout. Ces zones, courantes et peu profondes, sont indispensables à la reproduction des truites. On va voir si on peut trouver quelques alevins là, sur la zone de bordure. Et on a véritablement toutes les tailles. Les alevins de l'année qui font 2 ou 3 cm, toutes les sortes de truitelles de 5 à 12 cm. Et on a encore les géniteurs qui sont là, qui occupent les plus beaux postes. Voilà, ça c'est les poissons qui sont nés cette année là. C'est le nursery. Voilà. Les informations recueillies aujourd'hui sont de précieux indicateurs de l'évolution de la clarée. Partout sur les départements, on voit arriver des microcentrales, des barrages de prise d'eau, des aménagements de toutes sortes. Et ces aménagements ont des impacts irréversibles sur les cours d'eau. Ici, on a la chance d'être sur une rivière qui est encore préservée, avec quelques interventions ponctuelles, la préservation de ces adous, et on arrivera à conserver une rivière en état encore pendant des décennies et des décennies. La vallée de la Durance a toujours été une voie de communication essentielle. Depuis l'Antiquité jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était aussi la route des invasions. « 8 heures du matin, aéroport de Gap. Amélie est guide du patrimoine. Elle se passionne pour l'architecture militaire de la vallée de la Durance. C'est parti. Déclarant qui t'envoie ligne 21, je décolle 21. Son avion met le cap vers Briançon et son site Vauban, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sous nous, la Durance, là-bas, la vallée de la Clarée et la Haute-Durance avec le col du Mont-Genèvre qui passe vraiment dans les montagnes. Au carrefour de 5 vallées et à 14 km de l'Italie, Briançon, un haut lieu de l'architecture militaire. Bâtie en surplomb de la Durance, c'est également la plus haute ville de France. Briançon, qui est vraiment positionné à un carrefour de vallée, est à la fois un lieu de passage, mais aussi un carrefour d'influence. Et l'architecture va être influencée aussi par nos voisins italiens, ce qui explique ces façades extrêmement colorées qui donnent un petit air d'Italie à la cité, en fait. Briançon possède le système fortifié le plus important d'Europe. Elle le doit à Vauban, le célèbre ingénieur militaire de Louis XIV. Car au XVIIe siècle, les tensions sont vives avec le duché de Savoie. Là, on est vraiment dans le souci de défendre l'une des frontières stratégiques du Royaume de France. Donc effectivement, c'est Vauban qui va vraiment lui donner sa physionomie actuelle, avec son tracé si particulier en étoile. Pour rendre la ville imprenable, Vauban l'enserre complètement. Il bâtit même l'église sur le rempart le plus exposé. Et donc on voit bien que la collégiale, qui se dresse là fièrement dans la ville, est posée sur les remparts, tout simplement parce qu'à l'époque, les édifices religieux étaient encore respectés. Et donc Vauban va mettre le cœur de l'église face à l'ennemi pour essayer de le dissuader de tirer dessus. L'enceinte de la ville se déploie sur près de 3 km. Et pour se protéger d'une attaque venue d'en haut, Vauban décide également de fortifier les hauteurs. D'abord, on fortifie la ville,
les hauteurs à proximité de la ville qui la menacent. Et après, on continue à fortifier les hauteurs qui menacent elles-mêmes les fortifications. Et c'est ce qui explique cette escalade permanente, parce que une fois qu'on va fortifier ces hauteurs, il y a d'autres hauteurs qui vont être sensibles à leur tour, et ainsi de suite. Entre 1713 et 1734, 15 forts vont être érigés par Vauban autour de Briançon. La présence militaire s'amplifie avec une garnison pouvant atteindre 6 000 hommes. Comme l'artillerie évolue et tire de plus en plus loin, eh bien, il va falloir construire des forts de plus en plus hauts pour verrouiller de nouveau les abords de la cité. Ce qui explique en fait qu'à Briançon, on a vraiment cette spécificité d'avoir sous les yeux 3 siècles de fortification en un seul regard en fait. Et c'est ce qui en fait peut-être le système défensif le plus complet, le plus exceptionnel d'Europe. Mais Briançon ne suffit pas à Vauban. En fait, Vauban, il est envoyé donc, à la fin du XVIIe siècle au secours des Alpes, après une attaque des Savoyards et du duc de Savoie dans la région, qui va quand même ravager tout le secteur dans lequel nous nous trouvons. Et donc, à la suite de ça, Louis XIV envoie un peu en urgence son commissaire général des fortifications, qui a pour mission de renforcer, d'inspecter toute la frontière des Alpes pour en améliorer les défenses. La mission de Vauban le conduit à 30 km au sud de Briançon. Là, il découvre le plateau des 1000 Vents, un promontoire rocheux qui domine les vallées de la Durance et du Guil. En 1693, c'est la naissance de Mont-Dauphin. Voilà, donc là on est en train de franchir un premier pont qui permet d'accéder à l'avant-porte. On va longer le corps de garde qui était un poste de surveillance qui permettait de voir ce qui se passait à l'entrée du site. Et là on franchit donc le pont principal qui donne accès à la porte de Briançon. Pont qui était bien sûr un pont-levis qui permettait de barrer le passage en cas d'attaque. Ce village insolite est un témoignage exceptionnel de la vie militaire au XVIIIe siècle. L'originalité de cette place forte, c'est d'allier architecture militaire et civile. Mont-Dauphin, c'est vraiment un lieu très atypique, comme si on était un peu perdu sur une île et qu'on attendait en fait un peu l'ennemi désespérément. En fait, Vauban, quand il construit sur ce plateau des 1000 Vents, il va imaginer la réalisation d'un village qui va être aménagé tout simplement pour assurer le moral des troupes en faisant venir les femmes et les enfants des soldats et en y aménageant aussi quelques distractions avec entre autres des auberges, des maisons closes pour que les soldats puissent avoir un bon moral et évitent de déserter. Aujourd'hui, 140 personnes habitent à l'année à Mont-Dauphin. Parmi elles, Emmanuel Borel. Il veut nous montrer un système révolutionnaire à l'époque de Vauban. Alors là, on est dans le tunnel en fait, qui accède à la lunette d'Arçon. Un petit bastion avancé. La lunette d'Arçon est un dispositif rare et ingénieux. Relié au rempart, il permet d'épier l'ennemi sans être vu. Quand on était gamin, on venait jouer à se faire peur surtout parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Avec cette ambiance un petit peu, on va dire un petit peu lugubre quand même, eh ben on s'amusait beaucoup. Et voilà, dans la lunette. Vous voyez, il y a des meurtrières de partout pour pouvoir se défendre sans être exposé aux boulets de canon, au plomb de mousquet. Depuis la lunette d'Arçon, les soldats guettaient l'ennemi dans la vallée de la Durance.
Du sud, ils redoutaient l'arrivée des pillards provençaux. Et du nord, les troupes du duc de Savoie. Pour faire revivre cette place forte, un jardin historique a été créé sur les ruines de la maison du gouverneur. Depuis un an, Emmanuel fait découvrir les plantes médicinales qu'utilisaient les soldats du temps de Vauban. Cette plante, c'est de l'Hypericum perforatum, donc le millepertuis. Et ça soigne tous les maux qui sont liés aux brûlures, aux coups de soleil. Toutes ces plantes portent des noms évocateurs. Alors celle-ci, on l'a appelée l'herbe au soldat, on l'a appelée l'herbe au charpentier, on l'appelle aussi saigne-nez. Et en fait, elle coupe les saignements, si bien qu'elle a été utilisée dans toutes les guerres par nos soldats. Il n'y avait pas d'autres médicaments à l'époque, pas de pharmacie. La seule pharmacie, c'était la nature, c'était toutes les officinales. Et c'est ce qu'ils utilisaient depuis la nuit des temps. Ce jardin historique sert de conservatoire des graines oubliées. On y trouve aussi un potager, réplique de celui qui existait à Mont-Dauphin au XVIIIe siècle. Ici, vous retrouvez des fèves de Val-des-Prés, ici des haricots merveilles de Venise, des bastoulas de Presles, des chinés croqués, des haricots qui sont endémiques de nos régions, qui ont pratiquement disparu, qu'on redéveloppe actuellement. Ici, du rutabaga, qui avait disparu tombé dans l'oubli un peu après la Seconde Guerre mondiale. De l'oseille et ici une ancienne variété de blettes à cœur rouge. L'objectif, en fait, c'est de reconstituer tout ce qui servait à nourrir une place forte de Vauban à nos jours. On travaille avec des conservatoires, avec des particuliers qui nous donnent des graines anciennes et qu'on redéveloppe pour faire de la graine fraîche pour pas que ces espèces disparaissent. Dans les Hautes-Alpes, les témoignages laissés par Vauban sont nombreux. La vallée du Guil porte également son empreinte. Vauban a lui aussi remonté ce passage historique vers le Queyras, une autre voie en direction de l'Italie. À une vingtaine de kilomètres de la Durance, voici Château Queyras. Au XVIIIe siècle, ce château médiéval est attaqué par le duc de Savoie. Vauban le dote aussitôt de remparts. Regardez là-haut, les gars, c'est Château Queyras. Ah, c'est magnifique. Hein. Au pied de cette citadelle, le Guil a façonné un site naturel remarquable. Aujourd'hui, Alexandre Bessot a invité un petit groupe d'amis. Au programme, une sortie en kayak dans un haut lieu des sports d'eau vive. On est pas bien là. J'avais jamais fait le Guil. C'est pas classe. Alexandre et ses amis naviguent dans les gorges du Guil, qu'on appelle aussi Combe de Queyras. Un défilé de 17 km, inaccessible depuis la route. Un itinéraire que seuls les kayakistes peuvent emprunter. Dans la vallée de la Durance, on a beaucoup de chance parce que la Durance comporte une multitude de confluents. Il s'agit de rivières pour la plupart très techniques, donc elles font le succès touristique des sports de nature. Hein. Moi, j'adore le kayak parce que c'est une façon d'être au milieu de la vallée, donc c'est un point de vue qu'on n'a pas souvent.
Avec 500 km de voies navigables, la Durance et ses affluents accueillent des kayakistes de tout niveau. Attendez-moi. Je connais pas cette partie de la vallée, enfin tout du moins dans l'eau, donc... Attention donc, à toi, c'est nickel. attention à toi. Attention aux cailloux là-bas les copains. Alexandre, lui, connaît sur le bout des doigts chaque recoin de ses rives. On peut voir ici la cascade donc, qui se jette voilà, depuis le plateau de Guillestre dans cette vallée du Guil pour rejoindre ensuite la Durance. Ah ouais, elle est immense. La cascade de Guillestre est une impressionnante chute d'eau de 100 mètres de haut. Elle est alimentée par les canaux agricoles du plateau de Simoust. En face de la cascade, on retrouve une importante concentration de demoiselles coiffées. À droite, l'érosion a sculpté la roche en forme de main. On l'appelle la main du Titan. Elle marque la fin du Guil au niveau de Mont-Dauphin. Et voilà, on quitte le Guil et on arrive dans la Durance. On voit bien la différence de couleur là. Hein. C'est bien, il y a vachement plus d'eau dans la Durance du coup. La différence avec la couleur du Guil par rapport à la Durance, c'est qu'on se trouve ici dans une rivière qui transporte beaucoup plus de limon. Et donc le mouvement de l'eau qui soulève le limon mélange en fait le sable à l'eau et donne cette couleur beaucoup plus mate en fait, beaucoup moins claire que dans la rivière torrentielle qui elle est beaucoup plus rocheuse finalement. Voilà. Donc on va généralement trouver des eaux beaucoup plus claires sur les torrents que dans les rivières de fond de vallée. Allez, on continue les amis. La Durance suit une faille géologique majeure. Tout au long de son cours, on peut observer des phénomènes étonnants. Allez, venez. La fontaine pétrifiante de Réautier est l'une de ses curiosités naturelles. Ces étranges draperies de calcaire sont formées par des eaux thermales puisées à plusieurs kilomètres sous terre. Alors ça, c'est vraiment un phénomène naturel qu'on ne voit pas partout. L'eau est passée dans la faille de la Durance et elle est ressurgie dans le coin, juste en amont, là, très forte, chargée en calcite. Et donc, cette forte charge de calcaire dans l'eau, en fait, a figé les matériaux environnants pour donner cette forme vraiment bizarre. Et donc, on peut la goûter. Il s'agit d'une eau particulièrement chargée en sel. On ne trouve jamais ça dans les Alpes. C'est très rare. C'est salé et calcaire à la fois. Durant l'Antiquité, la fontaine de Réautier faisait déjà l'objet d'offrandes. Alors à l'époque, les anciens, ils venaient, ils avaient des paniers d'osier et ils venaient les déposer voilà, sous la petite chute d'eau là. Et en fait, ils le récupéraient un an plus tard et c'était plus d'osier, c'était un panier de pierre. Voilà, donc ils se faisaient des paniers de calcaire comme ça. D'où la fontaine pétrifiante. On aurait sorti la film fantastique. Cette sculpture de calcaire grandit de quelques millimètres chaque année. Elle s'est cassée à plusieurs reprises, mais le temps et l'eau l'ont reconstruite chaque fois. Dans les Hautes-Alpes, la Durance fait et défait son lit au gré des crues. C'est un terrain super changeant, particulièrement en période de crue. Les crues qui viennent déposer en fait des tonnes et des tonnes de cailloux qui viennent se répartir par-ci par-là et donc prendre des chemins différents finalement. Donc là, il faut s'imaginer qu'en période de crue, on pourrait avoir facilement ça d'eau en plus, quoi, la hauteur de ma pagaie. Voilà. Donc il faut se rendre compte de la force que ça représente, quoi. On part à droite? Ah non! Nos passionnés de kayak s'élancent maintenant à l'assaut des vagues. Tout comme le faisaient autrefois les râteliers de la Durance. Ces marchands livraient le bois de la région aux grandes villes de la Méditerranée.
Pour rejoindre le Rhône, ils se servaient uniquement de la force de la Durance. Habiter dans les Hautes-Alpes, c'est prendre le temps de profiter de la vie. Profiter du paysage et du soleil qu'on a tous les jours, ou au moins 300 jours par an. C'est vrai que notre moyen de se dépenser ou de se divertir, c'est le sport de nature. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se détend et qu'on sort entre copains. L'hiver, on prend les planches de ski, l'été, on prend notre kayak ou les chaussons d'escalade. Voilà, c'est ça notre cinéma à nous. Et il faut dire que le film est sympa. Le voyage d'Alexandre et de ses amis se termine à Embrun, à quelques kilomètres du lac de Serre-Ponçon. Sur la rive gauche du lac se dresse le château de Picontal. Bâti au XIe siècle, son histoire est étroitement liée à la Durance. À l'époque, les seigneurs d'Embrun régnaient en maître sur cette partie de la rivière. Jacques et Charonne ont transformé cette forteresse en maison d'hôte. Nous sommes dans la partie la plus ancienne du château ici. Alors on appelle ça la tour Boniface, parce que c'était Boniface d'Embrun qui l'a construite. C'était une tour de guet d'origine. Tour de guet toute seule qui surveillait la vallée de la Durance. Il n'y avait pas encore le lac a seulement 53 ans. Donc ça surveillait la vallée de la Durance. Typiquement, les tours de guet au rez-de-chaussée, c'est là où ils stockaient les vivres. Au premier étage, comme ici, ça c'était l'habitation. Et au-dessus, il y avait une plateforme pour pouvoir guetter la vallée. La tour Boniface, c'est l'ancien poste d'observation des guetteurs. Derrière les créneaux, ces derniers pouvaient surveiller le passage de la Durance. Au fil des siècles, la tour de guet est remaniée. Le château de Picontal devient la résidence des seigneurs d'Embrun. Je me souviens très bien de la première rencontre avec ce château. L'extérieur m'a séduit tout de suite. C'était l'intérieur qui me faisait un peu peur, parce qu'il y avait tellement de choses à faire. C'était un peu difficile d'imaginer où, déjà, il fallait commencer. Il y avait tellement de choses à faire. Pour lui rendre son aspect d'origine, il faut entièrement restaurer la bâtisse, qui n'avait pas connu de travaux depuis 1900. Le chantier a duré 6 ans et leur a réservé une magnifique surprise. On adore cette pièce, surtout pour sa boiserie. Dans le salon d'honneur, le parquet est du 19e siècle, en noyer et poirier. Tout comme les soubassements. Charonne et Jacques ont également restauré le plafond à la française. C'est vraiment important de conserver ces boiseries. Non seulement parce que les boiseries sont tellement belles, mais aussi parce que le bois était une ressource très, très importante dans la vallée. Pendant les travaux de restauration, Charonne et Jacques font une découverte étonnante. Le journal d'un menuisier des Hautes-Alpes, rédigé en 1880 sur les lattes du parquet. Heureux mortel, quand tu me liras, je ne serai plus. Sois plus sage que moi, de 19 à 25 ans, ne vivant que d'amour et d'eau de vie, dépensant beaucoup et faisant peu. Ménétrier que j'étais. Un témoignage émouvant qui évoque la vie quotidienne sur les rives de la Durance. Il y avait 80 morceaux de cale de bois et sur chaque morceau, le menuisier de l'époque, il a écrit son histoire. Il y a 6 mois que l'on a commencé à démolir les remparts d'Embrun pour faire passer la voie ferrée. C'est mon père qui a fait le parquet en 1838 pour monsieur Berthe, propriétaire à l'époque. 22 ans de travail et pas un sou à la poche, gagnant 4 francs par jour et en dépensant 3.
Ce monsieur, qui s'appelait Joachim Martin, il a écrit entre 1880 et 81. Il écrivait très bien. Il écrivait un peu comme j'imagine il parlait, donc c'est presque une histoire orale. Alors pour nous, c'est un trésor, même si ce n'est pas un trésor classique, quand on imagine toujours des pièces d'or, quelque chose comme ça. C'est vraiment un trésor. En restaurant son château, Sharon est tombée amoureuse de la vallée de la Durance. Direction, la forêt de Boscodon, l'une des 16 forêts d'exception que compte la France. Sharon s'intéresse au bois le plus recherché, le mélèze. Et des gratins. C'est tout doux. Les tiges, surtout, les tiges sont excellentes. Les tiges. Ah, il y a même des petites À ses côtés, Laurent Berruyer, fraises des bois. le cuisinier du château. Là, regardez, il y a tous les mélèzes. Chaque été, il fait découvrir à Sharon des saveurs inattendues. C'est fin, hein? C'est excellent. Petit goût d'oseille, de citron. Ouais. Et puis derrière, la résine. Plus l'aiguille est jeune, au printemps, plus on a ce goût de résine ambrée et ce petit goût de citron qui ressort, qui est particulier. On a ce côté souple et fondant en bouche, qui va se marier à merveille, bien sûr, avec la truite, mais aussi également avec la fraise. Les aiguilles du mélèze produisent naturellement une substance sucrée que l'on appelle manne de Briançon. Cette liqueur providentielle était autrefois rangée parmi les 7 merveilles du Dauphiné. Historiquement, c'était surtout pour faire des bouillons, où les anciens aussi également entaillaient l'arbre pour faire, on pourra dire, une espèce de mastic, permettant soit de colmater les bâtiments, soit tout simplement de faire le chewing-gum, entre guillemets, des Alpes. Alors, on va pouvoir faire un bouillon extraordinaire. La récolte du mélèze est terminée. Sharon et Laurent continuent leur tournée des saveurs au fil de la Durance. On trouve tout au long de la Durance. On peut trouver la truite, on peut trouver la vigne, on peut trouver des potagers tout le long de la Durance. Plein de choses, plein de choses. La plaine de la Durance est riche. Dans la haute vallée de la Durance, les vignes et les vergers s'étendent tout au long des berges. Dans le village de Théus, on produit du vin depuis le Moyen Âge. Mais au début du XXe siècle, la maladie du phylloxéra a détruit une grande partie du vignoble. C'est ma première fois ici. L'originalité de ces vignes, c'est de pousser à 600 mètres d'altitude. On vous dérange pas? Non. Sharon et Laurent ont rendez-vous avec Marc Allemand et sa fille Laetitia. Là, ça fait quelques jours que la véraison a commencé, c'est-à-dire que les baies changent de couleur. Et déjà, on peut voir un petit peu la maturité. Marc a été le premier à réhabiliter le Mollard, le cépage endémique des Hautes-Alpes. Voilà. On la met dans le panier. Le Mollard, c'est un très très vieux cépage. C'est le cépage alpin et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Il est ici et pas plus. Ce cépage était en train de disparaître. J'ai entrepris une sauvegarde. Et il est en train de renaître. Ce vignoble rustique a connu son âge d'or au XVIIIe siècle. Tout au long de la Durance, on retrouve de la vigne. Alors, à certaines époques, il y en avait beaucoup plus. Les moyens de transport étaient limités, donc tous ceux qui pouvaient produisaient du vin. Et puis, il y avait aussi une chose, dans les Hautes-Alpes, sur les forts en haut, notamment les fortifications Vauban, etc., il y avait des garnisons. Et les garnisons, il fallait bien entretenir le moral des garnisons. Aujourd'hui, le Mollard a retrouvé sa place dans le catalogue français des cépages. Les saveurs sont déjà prononcées. Pour des réalisations d'étouffées d'agneau, ça va être subtil. On va avoir des saveurs avec des contrastes et des mélanges goûteux. Avant de repartir au château, Sharon et Laurent sont invités au domaine pour une dégustation. Alors, à votre
visite. Hein. Ouais. Ah, les parfums. Sublime. Je sens la cerise. On a l'impression d'avoir quelque chose de rare, donc quelque chose de précieux, quelque chose qu'on a envie après de faire partager, éventuellement de réinventer différemment, mais il y a ce côté tradition qui est très fort, très important, je pense, dans toute cette vallée de la Durance, on sent ça très fort. Retour au château de Picontal. Aujourd'hui, Laurent fait découvrir à ses stagiaires la recette du confit de mélèze. Vous sentez l'odeur? Oui, c'est bon. On sent bien les odeurs de résine. Alors on élimine les petites branchettes, voilà, qui ne nous servent plus à rien. Hein. Les substances maintenant sont sorties. Vous n'avez jamais mangé des arbres? Moi je suis de la région, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, tout simplement. À utiliser des ingrédients qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on n'utiliserait pas de la même façon. Pour la réalisation, vous avez une quantité de liquide et on met la même quantité en miel. Voilà, si possible, du miel de toute fleur. Vous avez les petites cuillères qui sont juste derrière là. Et vous goûtez. Alors, vous allez sentir l'acidité, il y a l'acidité et la résine. Alors c'est sûr, c'est pas le printemps, hein, donc on a une acidité qui est relative, mais elle y est, elle existe. C'est très très bon. Oui. Ouais. C'est bon, hein? C'est bon. Au menu du château ce soir, truite de la Clarée au confit de mélèze. À l'est du barrage de Serponçon, voici la vallée de l'Ubaye. Elle tire son nom de la rivière qui la traverse, un autre affluent de la Durance. Ces rivières, difficilement franchissables, ont longtemps limité les échanges entre les vallées. Il a fallu attendre le 19e siècle pour édifier des ponts sur ces reliefs escarpés et permettre le désenclavement des villages d'altitude. Au milieu de la vallée de l'Ubaye, le pont du Châtelet est l'un de ces ouvrages spectaculaires. Construit en 1882, dans des conditions périlleuses, il surplombe l'Ubaye, 90 mètres plus bas. Ingénieur, Philippe Oran supervise l'entretien de ces ponts. Donc là, on traverse un hameau de la Haute-Ubaye qui vivait en complète autarcie pendant tout l'hiver, isolé de toute voie de communication principale jusqu'au milieu du 19e siècle. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'échanges entre ces hautes vallées et la basse Provence. Selon les époques, les ponts permettaient de relier les vallées, mais ils pouvaient aussi laisser passer les envahisseurs. À 40 km à l'ouest, un autre pont, emblématique de la vallée de l'Ubaye. Construit au 19e siècle, au-dessus d'un ravin, voici le pont du Pas de la Tour. Il y avait un premier enclavement historique et jusqu'aux années 1814, le Piémont se situait en rive droite de ce ravin et en rive gauche, on se trouvait en France. Il y avait toujours une certaine réticence des autorités militaires à voir se construire des ponts. Donc pendant longtemps, ils ont retardé la construction de ces ponts. Et même quand ces ponts ont été construits, ils prévoyaient à l'intérieur de tous ces ouvrages des chambres de minage. C'était des espèces de puits dans lesquels on pouvait descendre des charges explosives
et faire sauter les ponts en cas d'agression du pays voisin. Le pont du Pas de la Tour est aujourd'hui fermé au public. Il est remplacé par une structure moderne, construite à une dizaine de mètres. À chaque passage de véhicule, le pont subit une pression. Chaque année, les ingénieurs inspectent donc l'ensemble de l'ouvrage. C'est un fissuromètre donc, qui permet de savoir quelle est l'ouverture en fait, de la fissure et de vérifier son évolution dans le temps. Il y a quelques fissures qui ont été tracées auparavant sur les précédentes inspections. Le but de notre manœuvre, c'est de vérifier justement si ces fissures ont évolué. Le trait qui est perpendiculaire permet d'indiquer la fin de la fissuration et ça nous permet d'identifier tout de suite s'il y a une évolution. On la verrait se poursuivre au-delà du trait. Quant à l'extérieur du pont, il est inspecté au moyen d'un drone. Donc là, on est en train de faire l'inspection de la corniche et en même temps de l'âme de l'ouvrage, la partie oblique du caisson en fait. Donc on essaye de s'avancer au plus proche pour avoir la meilleure résolution au niveau des fissures et de tout ce qu'on peut voir comme défaut sur l'ouvrage. C'est vrai qu'on a des points de vue qu'on n'arrive pas à voir autrement qu'avec le drone, ça c'est certain. Comme l'Ubaye, la Durance est longtemps restée infranchissable. Les ponts en bois ont toujours été détruits par les crues. Les voyageurs traversaient au moyen d'un bac. On appelait ça des bacs à trail. C'était des espèces de barques très plates qui étaient guidées par un câble qui était mis en travers de la Durance. Ces bacs étaient très fragiles et lors des crues, les vitesses étaient tellement importantes et les débits tellement importants aussi qu'on se retrouvait avec des bacs qui étaient emportés et des gens périssaient noyés dans la Durance. La traversée de la Durance était périlleuse. C'est seulement au XIXe siècle que les ingénieurs ont trouvé la solution. La grosse invention, ça a été les ponts suspendus, donc, qui combinaient des tabliers suspendus à des câbles qui permettaient d'avoir des portées de plus de 100 mètres sans appui intermédiaire dans la rivière. Au XIXe siècle, 32 ponts suspendus sont ainsi établis au fil de la Durance. Nous approchons maintenant du seul pont qui ait résisté depuis l'Antiquité. À Sisteron, le pont de la Baume profite d'un des rares resserrements de la rivière. Dès l'époque romaine, la cité prospère grâce à cet avantage. Philippe retrouve ici un spécialiste d'un autre genre. Donc ce pont a aussi une autre particularité, c'est qu'il est habité par des occupants permanents. Alors, c'est des animaux très fragiles et très sensibles, donc on va essayer de faire le moins de bruit possible et essayer de respecter au plus leur lieu de vie. Voilà, suivez-moi. Raphaël Colombo est naturaliste. Lui aussi s'intéresse au pont de la Durance. Avec ses 15 mètres de haut, l'intérieur du pont de la Baume ressemble à une petite cathédrale. Il abrite une espèce rarissime. Là, il s'agit du grand murin et du petit murin, deux espèces cousines. Alors en fait, c'est une colonie de chauves-souris d'une espèce très rare et protégée à l'échelle européenne. Et donc, 2 fois dans l'année, on vient ici en essayant de respecter au maximum le lieu et ses habitants, de les déranger le moins possible, et on les compte. Et le meilleur moyen de les compter, c'est de faire une photo et de vite s'en aller. Les chauves-souris sont des animaux très fragiles. Dans ce pont de Sisteron, elles vivent à l'abri du bruit, de la lumière
et des prédateurs. Toute la journée, le soleil chauffe les pierres et la nuit, la chaleur est restituée dans ce pont. De ce fait, quand les femelles partent chasser, leurs jeunes sont à l'abri et au chaud. Et puis aussi, on est à un carrefour. Il y a la Durance en dessous. C'est une sorte d'autoroute pour les chauves-souris. C'est entre chien et loup que Raphaël poursuit sa mission. L'heure à laquelle les chauves-souris partent chasser sur la Durance. Normalement, elles doivent commencer à s'exciter un peu, à faire leur toilette, à se dégourdir les ailes, et puis elles vont sortir pour commencer leur journée ou leur nuit. Mais pour les percevoir, il faut un appareil à ultrasons. C'est-à-dire que les chauves-souris vont crier dans les ultrasons pour se déplacer dans le noir. Et on peut, grâce à la forme des signaux, à leur sonorité, à leur couleur, à leur fréquence, reconnaître les espèces qui chassent. Voilà. Ah, ça y est. Ouais, ça sort là, ça y est, 2, 3. Ce sont des animaux qui sont vraiment mystérieux. Et la plupart des questions qu'on me pose sur les chauves-souris, je suis incapable d'y répondre. Et c'est ça qui les rend fascinantes. Par exemple, cette espèce-là, dans quelques jours, elle va partir. On ne sait pas où. Et elle reviendra au 15 mars. Et entre ce 15 octobre et ce 15 mars, on ne sait pas ce qu'elles vont faire. En Haute-Provence, on trouve des trésors d'architecture tout au long de la Durance. À 10 km au sud de Sisteron, Volonne, un ancien village médiéval. Jusqu'à la Révolution française, les seigneurs prélevaient un péage sur la route de la Durance, reliant Sisteron à Digne. Au cœur du village, Volonne a conservé son château. Derrière sa modeste façade, il cache un décor remarquable. Il y a 10 ans, Philippe Berton est tombé amoureux des gypseries provençales. L'escalier de Volonne en est l'un des plus beaux exemples. Les gypseries sont des décors en plâtre extrêmement raffinés. On doit ce chef-d'œuvre au seigneur de Volonne. Au XVIIe siècle, il passe commande de ces gypseries exceptionnelles à l'occasion de son mariage. Pour l'anecdote, c'est Melchior de Valavoir qui a fait construire cet escalier pour sa femme. Et il s'est ruiné quasiment en créant ce décor. Voilà. Et je trouve qu'il y a une mise en décor qui est esthétique. Enfin, comme on dit, ça plaît à l'œil, quoi. Même sans rien connaître de l'histoire de l'art, on peut être que charmé par ce décor. Enfin, vraiment, même si on ne sait pas du tout de quelle période, qui l'a fait, etc. Enfin, c'est vraiment remarquable. Philippe est un artiste gibier. Il est venu évaluer les travaux nécessaires à la restauration de cet escalier monumental. On voit un pont qui enjambe la Durance. Alors à l'époque, on avait plutôt un bac qui permettait de passer de l'autre côté de la Durance. Donc là, on peut imaginer le châtelain ici qui percevait les péages. Par contre, la chose étrange, c'est que maintenant, il ne reste plus que ces décors-là dans les escaliers. Mais il faut imaginer que les façades étaient comme ça. Et dans les Alpes de Provence, c'était très fréquent. Et on avait des gypseries en façade. Malheureusement, elles ont été en grande partie détruites pour aller remettre des enduits beaucoup plus lisses et beaucoup plus tendus, malheureusement. Pour restaurer ces décors, il faut trouver la matière première.
À Clamensanne, à 21 km au nord de Sisteron, Philippe trouve du gypse de grande qualité. Dans les forêts alentours, un sentier chaotique. Ce chemin était fréquenté plutôt par, on imagine, par des ânes ou par des charrettes. Et donc quand j'ai commencé à m'intéresser de plus près, à essayer de cuire du gypse pour en faire du plâtre, en me promenant, en cherchant, en faisant de la prospection, j'ai retrouvé cette carrière qui était au bout du chemin. Les recherches de Philippe l'ont conduit vers une carrière à ciel ouvert datant du 19e siècle. Elle n'est plus exploitée, mais présente encore des affleurements de gypse. Le gypse, c'est un sel qui a cristallisé pour devenir une roche tendre, mais compacte. Ah, purée. Cette carrière fournit un plâtre très pur. Philippe et sa stagiaire ne cueillent que le strict nécessaire. Pas besoin de creuser. Voilà. Donc là, attention, on fait tomber les blocs. Donc là, on profite des couches successives de gypse qui se décollent toutes seules. Le gypse local est un matériau très particulier. Les éclats de pierre qu'il contient donnent leur teinte aux maisons provençales. On voit ici un bloc de gypse rose avec des parties blanches. On imagine très bien que ce bloc de gypse cuit va produire un plâtre coloré puisque le gypse est rose. Voilà. Donc on ramène tout ça à dos d'homme ou à dos de femme. Sans blague. Le gypse est apparu en Haute-Provence il y a 200 millions d'années. Lorsque la mer Méditerranée recouvrait ces massifs. En s'évaporant, la mer a laissé d'énormes dépôts de sel emprisonnés dans les strates de ces falaises. Ce sel, c'est le gypse, un matériau abondant qui a toujours été un élément essentiel de l'architecture provençale. À Clamensanne, Philippe a remis en état l'ancien four qu'utilisaient les gypiers. Il y fait cuire la roche au feu de bois pendant plusieurs heures. C'est ce qui donne aussi la richesse de couleur du gypse, c'est qu'on va retrouver des morceaux de charbon de bois dans l'enduit au plâtre. Cette cuisson très lente va permettre d'éliminer une grande partie de l'eau contenue naturellement dans la roche. Le plâtre, c'est une forme déshydratée du gypse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va le réduire en poudre. Une fois qu'il est réduit en poudre, on va mélanger cette poudre avec de l'eau et il va se réhydrater et ça va redonner du gypse. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le cycle est infini. En matière d'éco-construction, c'est vraiment le matériau idéal. Le gypse est aussi un parfait isolant thermique, car l'eau qu'il contient fait baisser la chaleur. En 1667, le gypse a peut-être sauvé Paris des flammes. Louis XIV a imposé à Paris d'enduire toutes les façades au plâtre, justement pour éviter la propagation des incendies suite à un incendie important qu'il y a eu à Londres. Et pour éviter ces mêmes incendies énormes, parce qu'on avait beaucoup de bâtiments en bois, et bien en fait, on recouvrait tous ces bâtiments avec des enduits au plâtre. Pour produire un plâtre artisanal, Philippe a dû apprendre les techniques ancestrales des gypiers de la Durance. Un peu de la poussière. Voilà. Au départ, c'est vrai que ça a été une passion, quoi. Trouver une matière première, le gypse, voir qu'on pouvait le cuire et qu'on pouvait produire du plâtre, ça c'est passionnant, cette transformation par la cuisson. Et puis il y a aussi qu'il y a un vrai savoir-faire des métiers du plâtre. Et c'est des choses qui ont tendance à disparaître maintenant. Le plâtre est plutôt emprisonné entre deux plaques de carton maintenant. C'est le placo-plâtre. Tout ce qui concerne le plâtre, les cuissons du gypse, etc., c'est quelque chose qui a été complètement perdu. Le gypse est exploité depuis le Moyen-Âge en Haute-Provence.
Les gyppiers voyageaient à travers toute la vallée de la Durance, favorisant la circulation des techniques et des savoir-faire. À 20 km au sud de Clamensanne, Valerne. Ici, le gypse retrouve ses lettres de noblesse. Avec ses fenêtres à croisées, cette maison de campagne possède l'un des derniers témoignages de gypserie traditionnelle. C'est Philippe qui les a restaurés. En extérieur, on pouvait avoir des visages qui pouvaient symboliser les saisons, par exemple, avec des chapeaux différents. On peut supposer qu'il s'agissait des visages des propriétaires. C'était assez fréquent. Aujourd'hui, le chantier est loin d'être terminé. À l'étage, une cheminée en gypse du XVIIe siècle. L'une des dernières de la région. Ce qui intéresse Philippe aujourd'hui, ce sont ces deux visages qu'il doit restaurer. Le gypse est maintenant prêt à l'emploi. Son utilisation exige une grande rapidité d'exécution, car le plâtre sèche très vite. Voilà, donc on approche grossièrement, puis on finira en sculptant, en taillant grossièrement. Le but, c'est de se mettre dans les... de comprendre le geste du gyppier qu'il a créé, et puis essayer de redonner la forme. Alors c'est vrai que le nez est totalement manquant, donc on essaye d'imaginer un nez. Voilà. Il n'existe aucun écrit sur les techniques des gyppiers. Leur savoir se transmettait uniquement à l'oral. Il y a aussi à creuser les ailes, là, ici. On peut lui affiner ça. Ici, ouais, on peut descendre. Et il y avait des petites pierres noires. Ah oui, là, les ici, yeux. il y a les trous, là, ouais. Peu à peu, le visage retrouve son apparence. De quoi réjouir la propriétaire des lieux. Et voilà. Oh, qu'elle est belle! Oh, elle est superbe! Ça commence à prendre forme. Ce qui est bien, c'est que le drapé... Le drapé est superbe, Ouais. et elle a vraiment la même expression que la figurine de dehors. Hein. Ah oui, c'est la même tête. Hein. On est C'est la vraiment même sur tête, exactement c'est la même formidable. tête. Ben, ça me fait plaisir, hein, j'aurais jamais cru. Alors, souvent, les gypseries, on les trouve dans les grands châteaux. Et là, elles sont conservées. Mais une maison de campagne, c'est toujours voué à la démolition. Donc ça disparaît. Ça doit être une des dernières maisons de campagne à conserver ces gypseries. À partir du XVIIe siècle, le gypse devient l'élément à la mode dans tous les châteaux de Provence. C'est dans le Luberon qu'on peut en admirer les plus beaux témoignages. À 120 km au nord de Volonne, le château d'Ensouis domine toute la plaine de la Durance. Le château possède une extraordinaire collection de gypseries. Elle se situe dans l'Ermitage, une petite maison au 2e étage, censée abriter les appartements privés. Aujourd'hui, Philippe a rendez-vous avec Alexandre Mahut. On va regarder celui-ci, si vous voulez. Cet historien de l'art a passé des années à déchiffrer ces décors uniques. Ici, vous avez Madame de Villeneuve qui est représentée allaitant son enfant, et ce n'est pas une nourrice qui s'en charge. Et ce qui est très intéressant, du coup, eh bien, c'est que vous avez là un rôle nouveau familialement. Vous avez le rôle d'une mère qui est naissant, avec ici une mise en scène en plus très crédible. Regardez, vous êtes dans l'Ermitage, vous êtes dans la pièce où nous nous trouvons, qui est matérialisée là aussi en gypserie, et puis vous retrouvez les éléments caractéristiques, la cheminée qui se trouve là,
Un très très beau canapé Régence et puis un petit berceau qui est entrouvert. Donc vous avez en plus des décors qui ici font l'écho d'une pratique sociale. L'originalité de ces gypseries, c'est de raconter la vie quotidienne de leurs propriétaires. C'est la photographie de l'époque. On prend des photos et on a un instantané où on voit des scènes de la vie courante. C'est pareil dans sa salle à manger, dans sa chambre. On met des photos de ses voyages, ça peut être les chinoiseries. On met des photos de sa compagne ou de son compagnon. On met des photos, voilà. Mais c'est un peu la même chose en fait. On restitue l'environnement qu'on a autour de soi à travers des photos. Et là, ce sont des gypseries. On a un décor qui est carrément creusé. Presque on pourrait lire sur les livres qui sont posés sur la table. Pour moi, c'est génial. Longtemps considérée comme le fléau de la Provence, la Durance est devenue au cours du XIXe siècle sa première richesse. En 1860, un canal va bouleverser l'économie de la Haute-Provence. Il irrigue Manosque, la ville la plus peuplée de la région. Tout au long de ses 57 km, le canal alimente aussi 13 communes du Luberon oriental. Le défi est colossal. Pour amener l'eau dans ces terres arides et haut perchées, les ingénieurs captent l'eau de la Durance, qui coule plusieurs dizaines de mètres plus bas. Pour franchir ces reliefs, 283 ouvrages d'art jalonnent le cours du canal. Un patrimoine de grande valeur sur lequel veille l'égadier. En Provence, c'est ainsi qu'on appelle celui qui distribue l'eau. Chaque jour, Fabrice Guetta surveille le niveau du canal grâce à ce siphon. Bon là, je vais ouvrir la vanne car on a trop d'eau dans le canal. Je vais faire baisser le niveau du canal et envoyer ça dans le Lauzon, là-bas, dans le cours d'eau qui est un peu plus bas. Construit à flanc de coteau, le siphon permet à l'égadier de gérer à tout moment l'irrigation de 4000 hectares de terre. Un pan entier du Luberon oriental. L'égadier est le plus grand connaisseur du canal et de ses filioles. Tous les jours, je fais mon branchement sur mes rigoles, ce qu'on appelle le tour d'eau, qui sert à distribuer l'eau aux agriculteurs. Et quand j'ouvre cette rigole-là, les agriculteurs qui sont plus bas là, vont prendre de l'eau. Et là, je vais aller en fermer une qui a duré, elle aussi, qui a eu son tour d'eau, qui a eu son temps d'arrosage. Voilà, pour que mon niveau du canal reste constant. Le tour d'eau du canal de Manosque est un exemple du genre. « 175 km de rigoles d'arrosage quadrillent le territoire. Elles permettent aux agriculteurs de se partager l'eau de manière équitable. De jour comme de nuit, l'égadier peut intervenir sur leurs terres. C'est lui le maître de l'eau. Si je suis pas là, il n'y a pas d'arrosage, quoi.
Et quand il n'y en a pas, eh ben, des fois je l'appelle pour savoir s'il y a possibilité d'avoir un petit peu d'eau en plus ou pas. Parce que c'est vrai qu'on est souvent coincé et puis on a des tours d'eau. Ça arrive qu'il m'appelle parce que le monsieur en bas, l'autre agriculteur, est un peu plus gourmand, donc il la garde plus longtemps. Mais voilà, c'est la guerre de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la vie, quoi, ici, je veux dire, voilà. Grâce à ce canal centenaire, Manosque possède aujourd'hui une agriculture maraîchère très réputée. La plus grande ressource du département. Julien Romilly est installé depuis 4 ans dans la région. Ses 300 variétés de légumes bio rencontrent un franc succès sur les marchés de Provence. C'était un rêve et j'ai eu la chance de pouvoir le toucher du doigt. Donc, et puis l'environnement autour de nous, c'est pas mal quand même. Tous les matins de se lever et de pouvoir travailler dans un cadre aussi superbe, il y a pire. À 50 km au sud de Sisteron, tout près de Fort-Calquier, voici le château de Sauvan. On l'appelle le Petit Trianon provençal, réplique de celui de Versailles. Aujourd'hui, ses propriétaires reçoivent une livraison un peu particulière. Ils arrivent, les occupants. Ils arrivent. Voilà. Oh, bonjour les bébés. Pécaille. Tu sais nager, toi. Ouh. Et hop là. Ouh. Voilà. Alors là, ils vont se baigner, ça va être la fête. Hein. Le château de Sauvan doit sa survie à 2 frères passionnés. Jean-Claude et Robert Alibert ont acquis ce domaine il y a plus de 30 ans. Il y avait des animaux autour du château, donc on a voulu recréer un peu cette vie qu'il y avait à l'époque dans le château, quoi. Et puis là, c'était en origine, c'était une pièce d'eau qui servait de vivier, de réserve d'eau pour l'incendie au château. Voilà pourquoi ils l'ont construit sur la plateforme la plus haute du château. Et en même temps, pour arroser les jardins à la française. Ce chef-d'œuvre a été édifié en 1719 par les Forbin-Janson. Depuis le Moyen Âge, cette puissante famille se distingue au service des rois de France. On ne trouve aucun autre château de ce type en Provence. Mais lorsque Jean-Claude et Robert l'ont acquise, cette demeure était en ruine. Le palier, évidemment, c'était que des gravats. Les plafonds, on voyait le toit. Donc, il a fallu nettoyer tout ça. Les vitres étaient cassées, les fenêtres n'étaient pas en très bon état. Donc, il a fallu tout restaurer. Et puis alors, on avait évidemment les chauves-souris qui étaient dans le château, les rideaux qui flottaient avec les courants d'air. Donc, c'était le château des Hurlevents. Pendant 17 ans, les 2 frères n'ont qu'une obsession. Rendre à Sauvan son apparence d'origine. Avec une infinie patience, ils rachètent un à un les meubles des Forbin-Janson, dispersés par les anciens propriétaires. Aujourd'hui, le château recèle quantité de petits trésors que nombre de musées leur envient. Au premier étage, la chambre du marquis de Forbin a retrouvé son mobilier d'époque. Dans cette pièce, ce qui m'attache le plus, c'est d'abord cette magnifique croix de procession qui est du XVIe siècle, qui est en argent. Mais ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est que derrière, elle a la Vierge à l'enfant. Et ça, pour une croix de procession, XVIe siècle, c'est extraordinaire.
Plus que ses pièces d'art, c'est par sa propriétaire que le château de Sauvant entre dans la légende. La marquise de Galéan est l'amie d'enfance et le sosie de Marie-Antoinette. On raconte qu'elle a failli prendre sa place sur l'échafaud. Un buste de la reine a d'ailleurs été retrouvé enterré dans le jardin. Ce matin, une nouvelle acquisition fait son entrée au château. On va passer là. Elle concerne justement Madame de Forbin. Alors c'est un physionotrace. Créé à la fin du XVIIIe siècle, le physionotrace est un portrait de rue. C'est un procédé qu'il y avait avant la photographie. Ils mettaient le sujet de profil. Ils avaient un petit œilleton, un panographe relié à un stylo. Et ils faisaient le contour, comme ça, avec le pantographe. Et ensuite, c'était aquarellé, tout simplement. On voit bien marqué Princesse de Galéan, son époux, le marquis de Forbin-Janson. C'est déjà presque le début de l'industrie photographique, entre guillemets. Le physionotrace était réalisé par des artistes qui cheminaient de bourg en bourg pour proposer leurs services aux notables. Attends, je fais... Non, c'est bien le truc. Mais le vrai trésor du château, c'est sa chapelle privée. Dédiée à Saint Bruno, elle abrite une collection d'objets liturgiques très rares. Dedans, nous avons en haut l'encensoir, 18e, où le pape a le même dans sa chapelle privée à Rome. Vous avez pour mettre l'encens, c'est 18e, il y a le même au Louvre. Voilà, les petits flacons d'huile pour vous donner l'extrême onction. Voilà. L'ostensoir. Voilà, alors ça, c'est de l'argent massif, hein, d'ailleurs, ça se voit, voilà, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est une très belle pièce. Regardez les magnifiques têtes d'ange ici, vous voyez. Voilà, ça, c'est magnifique. Prochain chantier pour Jean-Claude et Robert, la rénovation du parc. 4 hectares de jardin à la française seront bientôt plantés de tilleuls, comme c'était le cas à Versailles. La Durance a déjà parcouru 200 km lorsqu'elle rencontre, sur sa rive gauche, un affluent majeur, le Verdon. Nous sommes entre Durance et Verdon, au bord du plateau de Valençol. Juché à 500 mètres d'altitude, l'ancien lit de la Durance est aujourd'hui considéré comme le grenier de la Provence. Au cœur du plateau, Valençol, l'un des hauts lieux de la production de lavande. Pour faire découvrir cette route de la lavande, Lionel et Benjamin ont eu une idée originale. Utiliser le vélo électrique pour découvrir ces vastes paysages. Le vélo, c'est un des plus beaux moyens pour découvrir la Provence. C'est une activité qui est lente, qui est sympa, qui est agréable. En plus, ça a un côté santé qui est vraiment génial. Et le vélo électrique, ça permet de faire plus de distance. C'est accessible à tous. Et ça permet vraiment de s'immerger dans ce territoire et de découvrir vraiment en profondeur. C'est ça que j'adore. Aujourd'hui, nos 2 passionnés de vélo repèrent un nouvel itinéraire. Un circuit qui part de Gréoux-les-Bains jusqu'au champ de lavande de Valençol. « 50 km entre Durance et Verdon, sur la route de la lavande.
Avec ses 328 hectares, le lac d'Esparron est l'une des plus importantes retenues d'eau du sud de la France. Avec ses gorges, ses criques et ses falaises, c'est également l'une des plus sauvages. La navigation à moteur y est interdite. Ici, seuls les bateaux électriques ont droit de cité. Une aubaine pour Lionel et Benjamin, qui voudraient utiliser ces bateaux pour leurs visiteurs. Ici, on est sur un parcours, je dirais, parfait, quoi. Tu arrives en vélo électrique, tu repars en bateau électrique, tu es en pleine nature. La traversée, ça va être idyllique. Et donc voilà, donc je pense que les gens, ils apprécient ça, quoi. D'après toi, on a pour combien de temps, là, la traversée? Une petite demi-heure. Une mission de reconnaissance où rien n'est laissé au hasard. Oh, tu chronomètres, hein, Benjamin? Ouais. On va compter du temps de chargement, déchargement aussi. Ouais, mais t'as vu, c'est super rapide. Avant d'être engloutis, les basses gorges du Verdon étaient une région de collines. On traversait la rivière au moyen d'un bac. L'idée, c'est de dire, d'ici, on part et on traverse comme les anciens bacs, entre ici, cette plage de Saint-Julien, et l'autre bout du lac d'Esparron. Donc là, on a Esparron dans le viseur, c'est ça? Exactement, on voit sur la pointe du château. Les villages, autrefois perchés, sont aujourd'hui au bord de l'eau. Ainsi, Esparron percevait les péages sur la route des transhumances, entre Arles et Briançon. Construit au XIe siècle, le château d'Esparron surveillait le Verdon. Ses propriétaires, la famille de Castellane, possédaient également une partie des droits sur le plateau de Valençol. Grâce au vélo électrique, la balade se poursuit en limitant les efforts et sans craindre les côtes. On est à peu près sur des niveaux de vitesse équivalents aux meilleurs coureurs du Tour. C'est ça, hein. Et ça, pour tout le monde, quoi. Sans effort, tranquille. On a toutes les sensations du vélo et la fatigue en moins ou la capacité de faire des distances beaucoup plus grandes et sur une journée de voir un maximum de paysages, de villages, de patrimoine, ce qu'on n'avait pas forcément avec le vélo normal et plus de plaisir qu'avec la voiture. À partir de juin, le plateau de Valençol devient entièrement bleu. Une tradition qui remonte au XIXe siècle, lorsque les parfumeurs de Grasse recherchaient de vastes étendues pour leur production de fleurs. C'est cette histoire que Lionel et Benjamin veulent raconter à leurs visiteurs. Mais en réalité, ce tapis de lavande cache un immense champ de cailloux, vestige de l'ancienne Durance. Voilà, ça c'est les fameux galets qui sont très présents sur ce plateau et qui constituent généralement le plateau de Valençol. La lavande, c'est une plante qui pousse sur les sols secs de Provence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la lavande produit donc de l'huile essentielle de lavande pour se protéger de la chaleur et de la sécheresse. Et donc, au plus on va mettre la plante dans une situation de sec et de chaud, au plus elle va produire de l'huile essentielle et au plus elle va avoir de rendement, entre guillemets, pour les professionnels. Autour de Valençol, on trouve encore quelques distilleries patrimoniales. Ce sont ces petits producteurs qui intéressent Lionel et Benjamin. Ils pourraient servir d'escale sur la route de la lavande. Bonjour tout le monde. Ah ben celle-là de distillerie, c'est une des dernières qui travaille encore à l'ancienne. On fait encore les gerbes. La distillerie, elle est vieille, c'est mon grand-père qui l'avait créée. Ici, on travaille encore comme des rustres, à la fourche.
Chez Richard, on utilise même la paille de lavande comme combustible. Des techniques traditionnelles à faire découvrir. Le temps de recharger les batteries des vélos. Ce qui serait chouette, c'est que chez toi, il doit y avoir quelques prises en 220. Et ben, quand les gens sont ici, en même temps qu'ils font leur pause et que tu leur expliques la belle histoire de ce que tu fais, et ben, en même temps, on puisse recharger. Donc c'est ça le principe d'établissement branché. Moi, je suis partant à 100%. Hein. Moi, quand il y a des visiteurs, bon, ils voient mon produit, ils voient mon travail. Et ben, c'est rare qu'il n'y en ait pas un qui m'achète un souvenir. Hein. Donc tout le monde s'y retrouve. Pour Lionel et Benjamin, le pari est gagné. La distillerie de Richard sera une étape essentielle sur la route de la lavande. Là, c'est génial parce que c'est vraiment ce que j'imaginais pour les touristes. C'est cette découverte, c'est cette rencontre avec Richard, qui est un personnage vraiment haut en couleur. Moi, je suis super content qu'on arrive à monter ces balades branchées parce qu'elles sont à la fois autour de ce patrimoine vivant, ancré dans cette tradition, et elles amènent un côté innovant. Et c'est toujours ce lien entre la tradition et la modernité qu'on cherche à montrer dans les routes de la lavande. Notre voyage au fil de la Durance prend fin à 50 km au sud d'Avignon. L'école de l'air de Salon de Provence est une véritable institution dans la région. Depuis 1935, elle forme l'élite des officiers de l'armée de l'air. Le général Francis Paulet dirige cette école d'exception. Eh bien, on est parti. Ce matin, il s'envole pour une mission au-dessus de la Durance. Eh bien, on arrive vers le village de Malmort qui est juste en bas. Tout à côté de la base aérienne, Malmort est idéalement situé, au cœur de la basse Durance. Et vous voyez, on est entre le Luberon à droite, les Alpilles à gauche, et on voit bien qu'il y a cette espèce d'entonnoir. Alors pour les pilotes, c'est très intéressant, parce que le vent souffle toujours dans la même direction, donc au moins on n'a pas à chercher la piste de décollage et d'atterrissage. Zigzagant entre les massifs provençaux, la Durance est un véritable couloir aérien pour les pilotes. À col du bac, 2 minutes speed for Charlie Victor 1. Et c'est une région historiquement aéronautique. En ce qui concerne les pilotes militaires, ils sont tous passés ici, ils ont tous leur point de repère. Quand on parle de la Durance, tous les officiers de l'armée de l'air, du jeune lieutenant jusqu'au plus ancien des généraux, ils sont tous passés ici, ils connaissent la Durance. Même si on est sur de la haute technologie, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Le vent, la terre, les grands fleuves, le relief, très important. Moi, je suis tranquille parce que sous mon aile droite, j'ai la Durance qui ne bouge pas, qui est tranquille, qui m'assure. C'est mon assurance vie, la Durance. Regardez le reflet du soleil sur la Durance qui serpente. Ce sont des moments de bonheur. 2 fois par jour, le ciel de la Durance voit se dérouler un spectacle très attendu. Ah, visuel, regardez, ils arrivent, ils sont à 1 heure. Ah oui, ça y est, visuel. Ils comptent parmi les meilleurs pilotes du monde et s'entraînent chaque jour au-dessus de la Durance. Voici la patrouille de France. Romain Bétou est le leader de cette prestigieuse institution. La Durance est un point de repère géographique qui nous aide en fait à naviguer. Ça nous permet de nous axer. Donc en vol, en fait, ce que je fais quand je guide la patrouille, je vois la Durance qui arrive à 90 degrés de ma trajectoire. J'incline la patrouille sur la droite et je longe toute cette rivière. C'est une autoroute en 3 dimensions, voilà.
La patrouille de France est hébergée au sein de l'école de l'air de Salon de Provence. Faire partie de cette unité d'élite, c'est le rêve de beaucoup de pilotes de chasse. Dans ma famille, j'ai mon père qui est passionné d'aéronautique. Même s'il est chirurgien, il m'a transmis sa passion pour les avions. Et puis, enfant, voyant les avions de chasse, ça a toujours été une inspiration, comme beaucoup d'entre nous. Les pilotes passent 3 années maximum au sein de la patrouille de France. Chaque année, un nouveau leader est nommé à sa tête. En coulisses, l'équipe répète la prochaine chorégraphie sous sa direction. Encore. Virage à gauche, j'incline. Il mime les gestes de pilotage. Cadence. Cadence bien. C'est ce qu'on appelle la musique. Et je dégauchis maintenant. En fait, toute l'équipe réagit à la voix pour qu'on ait l'impression en fait, d'évoluer en un seul avion, en un plateau. Et tout le monde le fait de façon synchronisée en fonction de ma voix. Virage à gauche, j'incline. C'est de l'esthétisme. Donc si on n'est pas synchro ensemble, vous n'aurez pas cet effet de corps qu'on essaye de reproduire pour le plaisir des yeux. Pour un tombé gauche, on y va. Boucle. On y va. Boucle. Répéter les figures au son de cette musique est indispensable. Car la voltige aérienne à 8 exige une synchronisation parfaite. Et tourne à gauche. Tourne encore. Tourne toujours. Cadence. Cadence bien. Cadence encore. Cadence bien. À partir du mois de mai, la patrouille produit ce spectacle en France et à l'étranger. Quand on est dans les Hautes-Alpes et qu'on survole, on utilise l'Adurance et son lit pour avoir le plus d'espace quand on est en basse altitude et pouvoir naviguer entre les reliefs. Donc c'est vraiment un spectacle unique. Les rivières qui ont un lit suffisamment large nous permettent d'évoluer. Mais en revanche, à 8, il nous faut quand même de l'espace. Et lorsque en fait, la trajectoire ne nous permet plus, en ce cas-là, on remonte en altitude, au-dessus du relief, et on regarde autour de nous. Et là, on voit si, entre guillemets, elle nous ouvre les bras. Dans ces conditions, on redescend en basse altitude, et puis on peut survoler cette belle rivière.